Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités ce matin, je reçois un invité exceptionnel, Dr Christopher Fomonio, homme politique camerounais et directeur du NDI, directeur Afrique du NDI, entendez National Democratic Institute. Docteur, merci et bonne arrivée chez nous. Merci, c'est un grand plaisir. Je dirais aussi bonne arrivée chez moi, parce que je connais la maison et je vous félicite d'ailleurs pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Merci. Pour renforcer les espaces de liberté et d'expression ici en Côte d'Ivoire et à travers le continent. Merci infiniment, ça nous touche beaucoup. Ouais. Alors, vous êtes à Abidjan pour un très court séjour. Et à un moment où se déroule l'opération de la révision de la liste électorale, mais aussi dans un contexte un peu contesté, dans la mesure où il y a l'opposition ivoirienne et une partie de la société civile ivoirienne qui demande à ce que la commission électorale indépendante soit revue, soit réformée. Mais on a comme l'impression que pour l'instant, le pouvoir n'en veut pas. Quel commentaire cela vous inspire? Effectivement, comme vous le savez, le NDI est installé en Côte d'Ivoire depuis de longues dates, depuis longtemps. Donc nous suivons de très près l'évolution de la situation politique. Je suis très au courant des grèves qui ont été portées par une frange importante de l'échiquier politique par rapport à la commission électorale indépendante. Je suis aussi arrivé au moment, comme vous avez dit, où la révision des listes va commencer. Et le commentaire que je pourrais faire, c'est peut-être de suggérer que les acteurs politiques puissent voir dans quelle mesure éviter des incompatibilités. Dans ce sens que s'il y a des processus qui sont en cours, par la nature même de la politique, il faut être en mesure de pouvoir aborder plusieurs défis en même temps. C'est-à-dire, on peut, tout en continuant de demander, d'exiger une réforme au niveau de la commission électorale indépendante, participer aussi dans d'autres aspects du processus électoral. L'enrôlement des électeurs est vraiment crucial. Parce que si on ne fait pas enrôler ces militants, même si les réformes viennent par la suite, vous ne serez plus en mesure de profiter des réformes pour lesquelles vous vous êtes battu. Donc il faut forcément un dialogue. Il faut forcément un dialogue, tout en exigeant effectivement les réformes qui devraient perfectionner le fonctionnement de la commission électorale indépendante actuelle. Il faut exiger ces réformes, mais en même temps trouver moyen de participer ou bien de faire participer les citoyens dans le processus électoral. Donc, pour que si les réformes adviennent, eux, donc les électeurs, seront en mesure de profiter de ces batailles politiques qu'ils mènent depuis un certain temps. Donc en clair, vous comprenez les préoccupations de cette frange de l'opposition et de la partie et de la société civile ivoirienne, mais en même temps vous demandez qu'il n'y ait pas de blocage en fait du processus électoral. Tout à fait, tout à fait. Je comprends tout à fait leur doléance, mais je les encourage aussi à poser des actes qui iront dans le sens de faciliter le dialogue et de créer un environnement qui permettrait à leurs militants de participer activement si jamais les réformes sont obtenues. Est-ce que les choses ne seraient pas beaucoup plus simples si le pouvoir acceptait de régler cette question de la réforme de la commission électorale indépendante comme l'a voulu la Cour, comme l'a décidé la Cour africaine des droits de l'homme et de la justice? Je pense que pour une structure comme le NDI, nous sommes une structure d'accompagnement. Nous sommes là pour appuyer les Ivoiriens, pour les accompagner dans la démarche vers le renforcement de la paix et de la démocratie. Et tout ce que le NDI peut faire, on le fera dans ce sens. Et
il nous revient dans nos habitudes de parler à tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues. Et je peux vous dire que nous avons de très bonnes relations avec l'ensemble de la classe politique de la place. Ils participent dans nos activités. Nous avons des entrées faciles avec l'opposition comme avec la mouvance présidentielle. Et le message que nous leur portons à chaque instant, c'est qu'il faut dialoguer. Il faut trouver... la politique, c'est un terrain de compromis. De compromis. C'est-à-dire chacun vient avec ses demandes, mais en même temps où cela pose des demandes, qu'il soit aussi attentif aux demandes de l'autre. Et c'est de cette manière qu'on peut, de manière consensuelle, mettre en place des procédures, un environnement propice et des procédures qui permettent à ce que tous les Ivoiriens puissent vraiment participer dans le renforcement des institutions démocratiques. Oui, ouais. Mais aujourd'hui, l'opposition avance que ce dialogue politique dont vous parlez n'existe pas. Est-ce que vous avez cette impression aussi? Nous sommes conscients que le dialogue politique est un peu difficile parce que le pays a quand même une historique qui n'est pas très lointaine. Tout le monde en est conscient. Et nous avons, pendant les dernières années, favorisé même au sein du NDI Côte d'Ivoire un cadre de concertation auquel les partis politiques ont beaucoup participé des deux bords. Et ces partis politiques qui participaient dans ce cadre de concertation ont même créé une structure propre à eux pour continuer le travail de dialogue interparti. Vous savez, la démocratie n'est jamais une œuvre, comme disait le président John Kennedy, c'est une œuvre inachevée. Il faut toujours la travailler. Bien sûr qu'il y a quelques avancées qui ont été acquises jusqu'à présent, mais il faut continuer à œuvrer davantage pour élargir le champ de participation citoyenne et créer d'autres opportunités pour l'ensemble des Ivoiriens. Oui, la démocratie, c'est un chantier permanent. Ouais. Alors, docteur, plusieurs pays africains iront aux élections entre maintenant et 2019-2020, oui. Mais le sentiment général, c'est que on a peur d'un pays à un autre. Cela veut dire qu'une trentaine d'années encore après le vaste mouvement démocratique, on en est encore là. Cela pose problème, cela interroge quand même, non? Tout à fait, vous avez raison. Il faut d'abord se féliciter du fait que de plus en plus on voit des élections régulières. Donc on est en train de se mettre à un rythme où les populations ont cette opportunité et cette possibilité de pouvoir renouveler les dirigeants des différents pays de manière assez régulière. Ça, c'est déjà un acquis. Ce n'était pas le cas avant les années 90, les années des coups d'État, des présidents à vie et ainsi de suite. Les choses évoluent dans le bon sens. Dans un sens, ça évolue dans le bon sens. D'un côté, ça évolue dans le bon sens. Mais en même temps, il faut reconnaître que de plus en plus, on voit des élections contestées dans certains pays. On voit des élections dans un contexte de conflit interne ou de polarisation politique, ce qui enlève même au processus électoral cette joie d'expression citoyenne auquel on devrait s'attendre. Ce qui est aussi... ce qui mérite aussi d'être souligné, c'est le fait que dans les différentes études qui sont faites par des structures comme Afrobarometer, qui fait des sondages d'opinion sur le continent africain, on constate heureusement que plus de 75% d'Africains aspirent à être gouvernés de façon démocratique, aspirent à la démocratie avec tous les éléments constitutifs, donc de bonnes élections, des élections crédibles, des espaces de participation citoyenne, un engagement de la société civile, des partis politiques. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et je me dis que tant que cette population, cette masse critique va continuer à exiger de nos leaders politiques une performance à la hauteur, peut-être que ça finira par créer des espaces où vraiment le jour des élections, tout le monde ira comme on célèbre les grandes fêtes en costume ou en traditionnel pour pouvoir voter. Aller voter. Ouais. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique a-t-elle tant de mal à aller
à la démocratie? Je pense que d'abord nous sommes un continent de 54 pays, donc il y a une certaine diversité déjà par rapport non seulement à l'histoire de chacun de ces pays, mais aussi par rapport aux acquis démocratiques. Donc d'un côté, il y a des pays où les élections sont devenues une activité tout à fait banale, sinon normale. On peut citer le Ghana, on peut citer même le Libéria à côté, qui est sorti de plusieurs années de crise. La Sierra Leone qui vient de nous surprendre avec une deuxième alternance dans un espace de 10 ans. Le Mali jusqu'à une certaine époque, l'Afrique du Sud, l'île Maurice. Donc il y a d'un côté des pays qui font des avancées réelles, mais de l'autre côté aussi des pays qui sont encore confrontés à des transitions qui n'ont pas encore réussi depuis les années 90. On faut situer la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire a pu faire sa transition, la Côte d'Ivoire a connu certaines avancées, mais la Côte d'Ivoire est dans une étape où il faut consolider ses acquis et vraiment jeter des bases pour une paix durable, pour un processus démocratique pérenne qui va exister quels que soient les acteurs du jour. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, au fond, repenser notre relation, notre rapport à la démocratie? Je pense et à la culture démocratique surtout. Justement, ce point par rapport à la culture démocratique est le point essentiel. Et je pense que c'est là où nous avons, par exemple, des devoirs qui n'ont pas encore été remplis. Il nous faut travailler dans ce sens, d'inculquer la culture démocratique au quotidien. Parce que dans beaucoup de pays, les gens ont comme l'impression que la démocratie se résume à l'organisation des élections, alors que les élections ne constituent qu'une partie, qu'un élément parmi tant d'autres de fonctionnement de la démocratie. Et je me dis que nous-mêmes, en tant qu'Africains, en tant que société civile, en tant qu'acteurs politiques, en tant que responsables des médias, nous devrons œuvrer à ce que la démocratie soit ancrée dans nos mœurs, dans nos cultures et que ça soit pratiqué de façon quotidienne dans les actes que nous posons, dans les paroles que nous tenons. Et ce n'est que de cette manière qu'on va pouvoir pérenniser la gouvernance démocratique sur notre continent. Mais comment ancrer cette culture démocratique quand sur le continent, on est encore à l'épreuve de l'insécurité, on est encore à l'épreuve de l'analphabétisme des populations? Comment on le fait? Est-ce que finalement, de ce point de vue, la démocratie ne serait pas un luxe? Non, je pense que tout d'abord, il faut d'abord se décomplexer, dans ce sens qu'il faut internaliser, domestiquer, internaliser le concept de la démocratie. D'abord, embrasser la démocratie sans a priori. Oui, sans a priori, sans donner l'impression que c'est un phénomène étranger qu'on importe sur le continent africain. Non, nos parents, nos ancêtres ont pratiqué certains de ces éléments qui constituent quand même des éléments constitutifs d'une bonne démocratie. Donc, il faut internaliser ce concept. Et puis, de deux, il faut voir dans nos cultures les éléments sur lesquels on peut s'appuyer, des éléments positifs de notre culture sur lesquels on peut s'appuyer pour renforcer la démocratie. Parce qu'on ne peut pas, d'un revers de la main, rejeter nos cultures comme s'il n'y avait rien de positif. Il faut piocher là-dedans les éléments positifs qui peuvent sous-tendre notre pratique de la démocratie au XXIe siècle. Et notre gros piège, le gros piège de la démocratie en Afrique, c'est le diktat des ethnies. Malheureusement, on trouve que dans certains pays, le débat politique est coloré par les affiliations ethniques, ce qui est vraiment dommage parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucune ethnie ne peut s'approprier à elle seule l'existence de l'État-nation. Nos États sont faits des ethnies diverses et il faut qu'on en tienne compte dans la gestion de la chose publique. Toute dernière préoccupation, je ne peux ne pas parler avec vous de ce qui se passe au Cameroun, votre cher pays. Oui. La situation est très tendue en ce moment. Comment est-ce qu'on en sort? La situation est très tendue et je dirais même vraiment dramatique parce que nous sommes en train de voir les Camerounais s'entretuer.
que ce soit du côté des forces de l'ordre comme des mouvements institutionnistes, un pays qui jusqu'à tout récemment était considéré comme un havre de paix, et voilà que les fondements même de l'État-nation sont en train d'être remis en cause. Donc mon souhait, Adam, c'est que la situation puisse être arrêtée tout de suite, qu'on arrête les hostilités, qu'on essaie de ramener le calme et la paix, qu'on libère les jeunes qui ont été arrêtés et emprisonnés, pour donner quand même un contexte qui permettrait à ceux qui se cachent dans la brousse, dans les forêts, un peu partout dans la zone anglophone du Cameroun, à revenir dans leur village et à reprendre les activités pour qu'on puisse dialoguer entre Camerounais et trouver un consensus national sur les voies de l'avenir. Parce que sinon, le pays risque de basculer, c'est ce qui serait vraiment dommage. Et dans ce basculade, peut-être prendre aussi une partie de l'Afrique centrale avec elle. Déjà que le Cameroun est dans une zone très difficile avec la crise, la lutte contre Boko Haram dans le nord du pays, la crise anglophone à l'ouest, dans l'ancien l'ouest Cameroun, et puis la frontière avec la République centrafricaine qui n'est pas très sécurisée. Donc j'ai pris pour mon pays, mais je demande aussi à mes compatriotes de se ressaisir pour qu'ensemble on puisse s'asseoir et trouver des voies de sortie paisibles pour l'avenir de notre pays, parce que c'est notre avenir commun qui est hypothéqué, ou bien qui risque d'être hypothéqué si la crise demeure. Mais ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun, est-ce que ça ne repose pas notre relation, les contours de notre relation à l'indépendance, à la colonisation, à l'indépendance, aux conditions dans lesquelles on a acquis ces indépendances-là, et comment nous gérons aujourd'hui nous-mêmes nos États? Oui, je crois que les deux éléments vont de pair, parce qu'effectivement la colonisation nous a légué un certain héritage où les acteurs politiques de l'époque étaient conditionnés par certaines décisions qui leur avaient été imposées à l'époque. Ils ont pu gérer ce qu'ils ont fait, ils ont pu poser des actes, mais en même temps, 60 ans après les indépendances, nous devrons être en mesure nous-mêmes de pouvoir gérer nos activités au jour d'aujourd'hui et de pouvoir projeter aussi sur l'avenir. Nous sommes capables, nous devrons être capables de poser des actes aujourd'hui qui vont définir la gestion du jour, au jour d'aujourd'hui, comme la gestion de l'avenir, parce que on ne pourra pas passer tout le temps à expliquer à nos enfants et à nos petits-enfants que les malheurs que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui proviennent de l'époque coloniale, alors que nous avons eu 60, tout à fait, 60 ans à nous gérer nous-mêmes. Et je crois que c'est le temps d'interpeller notre génération de Camerounais, mais aussi d'Africains, à ce qu'on se prend en main et qu'on pose des actes qui vont dans le sens de renforcer les fondements sur lesquels nos différents États-nations ont été créés à l'époque des indépendances. D'où la nécessité d'avoir aussi des sociétés civiles fortes. Des sociétés civiles fortes et aussi une jeune génération prête à prendre le relais. Parce que dans un pays comme le mien, dans un pays comme le Cameroun, il n'y a pas de raison, avec le dynamisme de la jeunesse camerounaise, il n'y a pas de raison que le Cameroun au jour d'aujourd'hui soit gouverné par les personnalités qui ont 85 ans, 86 ans, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Ça décourage la jeunesse et ça ne laisse pas apparaître des opportunités d'émergence pour cette jeunesse-là. Et pourtant, c'est la jeunesse qui constitue la frange la plus importante de la société. C'est la jeunesse qui est habile à fructifier tous les atouts dont dispose un pays comme le Cameroun. Et je pense que nous devrons créer aussi ces opportunités pour la jeunesse, parce que c'est de cette jeunesse que dépendra l'avenir du continent et notamment des pays comme le Cameroun. Docteur, merci et très bonne journée. À moi de vous remercier et merci pour cette opportunité. Merci beaucoup.